Merci beaucoup Monsieur Lambert pour votre accueil, qui me permet de renouer contact avec de vieilles connaissances qui remontent à 7 ou 8 ans, qui m'avaient déjà invité ici même, dans ce même amphithéâtre, à animer une soirée qui était axée là sur la lutte contre la qualité que représentent les OGM, et qui est toujours d'actualité, hélas. Alors, si on peut faire un lien d'ailleurs entre cette soirée d'il y a quelques années et celle-ci, c'est bien de faire valoir à quel point on n'est pas condamné à subir le joug de pouvoir économique, et qu'il y a des alternatives, il y a des solutions qui passent par nous. Donc c'est ce qui nous donne espoir, parce que nous savons que nous avons affaire à des rapports de force extrêmement puissants qui sont l'expression du pouvoir économique, de cette économie financiarisée qui fait tant de dommages actuellement, et y compris dans ce qui nous concerne au jour le jour, 3 fois par jour, dans la façon de s'alimenter. Or, s'il y a quelque chose de spécifique à ce dossier de l'alimentation, c'est que les solutions que je vais décliner ce soir sont à notre portée, et malgré les rapports de force que je viens d'évoquer, on peut effectivement les appliquer à condition de savoir utiliser son pouvoir d'achat d'une certaine manière. Donc il s'agit d'agir avec discernement, et pour ce faire, il faut avoir des arguments pour soi-même, et puis aussi des arguments à faire valoir autour de soi, parce que bien si on reste tout seul dans sa petite niche, il est évident qu'on ne pourra pas modifier considérablement les choses. Par contre, si on devient une sorte du front du refus en appliquant les vraies solutions, si on démultiplie son petit pouvoir d'achat avec le pouvoir d'achat du voisin, à ce moment-là, on devient une force conséquente, parce que le pouvoir d'achat du consommateur, soyez-en conscients, c'est un vrai pouvoir. On fait des recensements, plutôt des sondages, encore plus fréquemment dans le milieu de la consommation que dans le milieu politique. Bon, peut-être que là, actuellement, avec la campagne électorale présidentielle, là, on bat tous les records, mais en temps habituel, la consommation, surtout le milieu de la distribution, fait régulièrement des sondages pour vérifier que le consommateur est toujours bien formaté pour agir et consommer et acheter d'une certaine manière et pas d'une autre. Si par hasard, malgré tous les moyens mis en place, le consommateur est conscient qu'il y a des problèmes et qu'il est demandeur d'une autre façon de consommer, eh bien, ces gens-là ne sont pas des idéologues, ils sont très pragmatiques, ils iront dans le sens du vent donné par la consommation, parce que là, on devient un véritable acteur, on agit en consommant. Donc, le thème de ce soir, c'est manger bio, c'est pas du luxe, à savoir que les alternatives de qualité en termes alimentaires, dont la bio est un modèle, posent un gros problème très pratique, c'est le prix de la qualité. Or là encore, il y a une spécificité à l'alimentation, à savoir que si on sait s'y prendre, autrement dit, si on sait mieux manger équilibré, le surcoût de la qualité bio devient un faux problème en quelque sorte, puisqu'on peut, pour le même budget que l'on consacre habituellement à l'alimentation, manger quasiment tout en bio, y compris la viande, sans grever ce budget. Donc ça peut ne pas être du luxe, effectivement. Alors ça, cette notion de manger bio, ce n'est pas du luxe, c'est à prendre donc au premier degré au niveau du porte-monnaie, mais il y a aussi d'autres éléments à faire valoir, et ce ne sont pas les moindres, pour se convaincre qu'effectivement, on doit aller vers des alternatives de qualité, parce que ce n'est pas non plus du luxe pour notre santé, la santé publique, que de faire en sorte que les filières alternatives qui respectent les équilibres naturels soient mises à la portée du plus grand nombre, et donc en restauration collective, ce qui est l'objet de cette soirée, puisqu'il s'agit de persuader la municipalité de Dijon d'introduire du bio régulièrement dans les cantines municipales. Alors là, il y a des arguments à faire valoir en termes de bilan sanitaire, et de montrer à quel point, effectivement, une alimentation beaucoup plus conforme à notre physiologie, en termes d'équilibre alimentaire et de qualité des aliments, serait extrêmement important pour inverser une tendance très lourde selon laquelle les grands fléaux de santé publique ne cessent de s'aggraver depuis 20 à 50 ans. On a un recul jusqu'à 50 années en fonction de certaines données épidémiologiques. Et c'est ce que je vous ferai valoir tout à l'heure. Ce ne serait pas non plus du luxe pour la gestion du bien commun, parce qu'il faut être conscient que beaucoup
Danger de société, on n'a pas le choix entre tout et rien. Non, ça va? C'est dit. Bon, ceci dit, c'est plus pour vous aider à suivre, mais on peut très bien réunir son passé. Oui, ce que je voudrais aussi vous faire valoir en termes de démarche citoyenne, si vous voulez, c'est que beaucoup d'enjeux de société majeurs sont très conditionnés par le contenu de l'assiette. Et c'est ce que j'entends par la gestion du bien commun. Et là, ça renvoie directement en grande thématique du développement durable. Et la conclusion de tout ça, c'est de faire valoir que notre assiette est très importante pour donner du sens au quotidien, ce fameux développement durable qui n'est pas trop dévoyé, et on verra tout à l'heure pour quelle raison. Et de toute façon, après l'intervention, il y aura évidemment un temps d'échange et voire de débat. Alors, premier volet, évidemment le plus important, parce que si on arrive à franchir l'écueil du surcoût de la qualité, alors du coup, effectivement, on peut devenir un consommateur qui, sans se pénaliser par la qualité, peut devenir un véritable acteur pour faire bouger les lignes. Donc, comment s'alimenter sans dépenser plus? Il s'agit de manger équilibré. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que depuis l'après-guerre, on est victime, en termes de société, d'un véritable déséquilibre alimentaire portant sur le pilier du repas qui est l'apport en protéines. Il faut considérer que les apports en protéines sont un pilier autour duquel s'organisent ensuite automatiquement tous les autres apports en nutriments, les sucres, les graisses, les vitamines, les oligo-éléments, les fibres. Or, depuis l'après-guerre, tout se passe comme si on avait oublié que les protéines pouvaient venir du règne végétal. Pour ne s'en remettre qu'au règne animal, c'est pas une caricature que de le dire. Et quand les gens mangent des protéines végétales, c'est sans le savoir. Parce qu'il y a un manque d'informations à ce sujet-là, il y en a vraiment très très important. Quand on mange des lentilles, par exemple, on les mange comme une pomme de terre qui accompagne une viande, enfin un produit animal, sans savoir que dans ces lentilles, en proportion, il y a plus de protéines que dans la viande. J'y reviendrai. Donc si on corrige ce tout protéine animale, du coup, on va avoir deux conséquences extrêmement positives pour nous consommateurs au niveau de notre santé, parce que le fait de manger trop de protéines carnées, ça amène à manger automatiquement trop de graisses saturées, des graisses lourdes qui restent dans le corps beaucoup plus longtemps que les graisses insaturées. Ça favorise beaucoup de pathologies très lourdes, les maladies métaboliques liées au surpoids, les maladies cardiovasculaires et aussi indirectement certains cancers. Donc il y a un enjeu de santé publique majeur à corriger le déséquilibre du tout protéine animale. Et le deuxième intérêt, il est économique, puisque si on réduit les excès de consommation de protéines animales, on va faire des économies sur des produits très onéreux. Et cette économie doit permettre d'acheter tous les autres ingrédients en qualité bio. Donc le surcoût de la qualité va être supporté par cette économie réalisée sur des produits à la fois onéreux et dommageables qui sont consommés en excès. Déjà, est-ce que ce principe-là vous parle? Bon. Donc, si on accomplit ça et si on l'applique, ensuite, tout vient presque naturellement. Alors, il ne s'agit pas que de corriger des excès de consommation en termes de protéines animales, il faut aussi corriger les insuffisances d'apport qui sont la conséquence de l'excès de consommation de produits animaux. Parce que si on consomme trop de produits animaux, par ailleurs, globalement, on ne consomme pas suffisamment de produits végétaux. À commencer par les végétaux qui apportent des protéines. Alors, il y a deux grandes catégories d'aliments qui apportent des protéines venant du règne végétal. Ce sont avant tout les légumineuses ou légumes secs, c'est-à-dire les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, voire les dérivés du soja, qui de tous les aliments sont les plus riches en protéines, rapportées aux proportions en pois secs. Les lentilles et les haricots secs, c'est de 22-25% de protéines rapportées au pois. Alors qu'une viande ou un poisson, c'est jamais que 20%. Bon. Dans la viande, le poisson, il y a des protéines, il y a des corps gras. Alors avec le poisson, là on a affaire à des corps gras insaturés, donc c'est l'inverse de la viande, et des corps gras très protecteurs, les oméga 3, les fameux oméga 3. Donc manger du poisson très régulièrement, ça pose aucun problème. Alors manger de la viande très régulièrement, ça pose des problèmes, hein, comme je l'ai déjà dit. Donc, si
on réduit la part animale au profit du végétal, on va être gagnant en termes de nutriments protecteurs, parce qu'avec les protéines végétales, il y a bien d'autres nutriments qui ne se trouvent pas du tout, ou en très petite quantité, par rapport au règne animal. Les nutriments qui ne se trouvent pas du tout du côté animal et qui sont apportés exclusivement par le végétal, ce sont les fibres alimentaires. Alors les fibres alimentaires, on est carencé en termes de Français moyens. Quand on considère la ration alimentaire du Français moyen, il y a insuffisamment de fibres par rapport à nos besoins. Je reviendrai là-dessus. Et là aussi, ça favorise très nettement des grands fléaux de santé publique, particulièrement le surpoids et les maladies métaboliques. Donc on est gagnant-gagnant, on va pouvoir faire des économies qui permettent de tout acheter en bio, et on va avoir davantage de nutriments protecteurs dont on est privé parce que victime de ce sous-protéine animale. Alors le fait de jouer sur la réduction des excès d'apport et de corriger l'insuffisance d'apport est très important en termes de santé publique et de santé évidemment tout court. Alors maintenant, pour revenir au prix, pour rester dans ce volet très pratico-pratique, en fait, il faut comparer ce qui est comparable, à savoir une alimentation dite conventionnelle, c'est-à-dire viandarde, avec des produits conventionnels, à une alimentation davantage variée et équilibrée. Donc, ici un adage qui doit résumer la façon de bien s'alimenter, c'est manger de tout un peu. Et cet adage, il est très très ancien. Et je rajouterais, moi, pour être vraiment parfait, si je puis dire, c'est manger de tout un peu en prenant le temps de manger. On verra pourquoi tout à l'heure. Parce qu'une bonne mastication conditionne une bonne assimilation, et aussi de pouvoir s'alimenter en étant satisfait, repu, avec une moindre quantité. Donc là aussi, il y a manière de réduire le coût des dépenses uniquement en modifiant son comportement alimentaire avec une meilleure mastication. Donc, si on compare ce qui est comparable, là, on verra que pour le même budget, on peut faire beaucoup mieux en termes de qualité alimentaire. Ça, c'est typiquement d'ailleurs des développements durables. Faire beaucoup mieux sans forcément dépenser plus, voire en faisant des économies. Or, c'est, et là aussi, en fin d'exposer et voir au cours du débat, on verra à quel point les bonnes solutions, les vraies solutions, sont inacceptables pour le système dominant. Parce que si il y a une règle d'or pour eux, c'est de ne rien changer pour continuer à faire un maximum de profit en fonction de ce qui est en place depuis pas mal de temps, qui a fait ses preuves au niveau de la rentabilité. Alors que si on applique les thématiques du développement durable, qui reposent avant tout sur la prévention, et de faire des économies qui sont considérées comme des gestions de ressources en définitive, eh bien il y a des pans entiers de l'économie qui s'écroulent. Si on arrête d'acheter des pesticides, des nitrates et des engrais de synthèse au niveau de la production agricole, l'agro-industrie n'y retrouve plus ses profits, et va chuter dans le calcul de la croissance du PIB, par exemple. Donc on voit qu'on a affaire à un système qui marche sur la tête, qui d'un côté vous prône le développement durable parce qu'on a compris qu'on allait trop loin, qu'on commet trop de dommages pour ceci et cela, mais d'un autre côté on ne change pas les paradigmes économiques. Alors si on ne change pas les paradigmes économiques, on trompe son monde, et même on se moque du monde quand on parle de développement durable. Or là, on voit qu'on peut faire beaucoup mieux sans dépenser plus, et voir, et ça a été prouvé par des enquêtes sociologiques des facultés en Allemagne, que les familles bio, entre guillemets, avaient un budget alimentaire un peu inférieur à la famille conventionnelle. Non seulement on n'est pas obligé de dépenser plus, mais à la limite on peut faire un peu d'économie. Mais ça, c'est pas immédiat, évidemment, il y a toute une phase d'adaptation. Et le but n'est pas de vraiment négocier sur l'alimentation, on considère à quel point c'est important pour donc ces équilibres physiologiques, sa santé, et aussi pour la santé de ses proches, et à commencer par la santé des enfants. Là-dessus, il n'y a pas à négocier. Mais il ne faut pas rester braqué sur les prix qu'on va afficher sur une étiquette, d'autant que il ne faut pas justement comparer deux produits au niveau de leur prix, parce qu'il y aura toujours le surcoût de la qualité pour le bio par rapport au conventionnel.
mais sur une moyenne pondérée de plusieurs repas. Et donc, si on a compris ces trois grands critères qui font la solution du manger que c'est pas du luxe au niveau du budget, effectivement, on envisage que c'est tout à fait possible. C'est d'autant plus possible qu'on ne part pas de rien. On a déjà montré le possible depuis une quinzaine d'années. Personnellement, j'ai fait en sorte que la restauration collective universitaire à Lorient, depuis 1998, propose aux étudiants du tout bio, sans surcoût, et ça a très bien marché pendant plusieurs années. Ensuite, un peu moins. Ça c'est intéressant pour du débat pour voir quels sont les facteurs qui font qu'une expérience qui a très bien marché pendant des années marche moins bien. La raison principale, c'est que ce n'est pas du tout institutionnalisé. Quand ça marche bien à un endroit, ça repose sur des initiatives locales, individuelles. Et si les éléments qui ont fait que ça marche bien s'en aillent, prenez-en encore une autre, ça peut s'écrouler très très rapidement. Faute justement d'une prise de conscience et d'une volonté politique pour appliquer les alternatives. Alors cette expérience acquise en restauration collective, donc ça a commencé à Lorient, je parle du restaurant universitaire, ensuite la ville de Lorient s'y est mise parce que le rue marchait bien, donc j'espère que la multiplier reste en arrière, bien sûr, surtout qu'il y avait eu un buzz, comme on dit maintenant, qui fait qu'on parlait beaucoup de Lorient pendant quelques mois, voire plus, avec son resto bio, et donc la municipalité s'est mise au bio, mais il y a aussi une volonté, disons, réelle d'améliorer les choses en fonction du développement durable. Et donc depuis cette époque-là, la municipalité de Lorient propose régulièrement 3 repas bio pour l'ensemble de la ville qui dépend de sa visite centrale. C'est toutes les écoles scolaires, mais c'est aussi les maisons de retraite, le personnel de la municipalité, les services de portage de repas à domicile, ce qui fait quand même beaucoup de repas. Alors, il y a du tout bio 3 fois par mois, mais il y a aussi, entre ces 3 repas, du bio quand même dans les assiettes locales en fonction des possibilités. Parce que, et ça on y reviendra aussi, mais d'emblée, de savoir que ce que l'on préconise là, on en est encore à essuyer les plats quelque part. Parce qu'il y a un très grand hiatus entre la demande bio des familles et maintenant de certaines restaurations collectives, parce que l'exemple de Lorient a fait école bien au-delà de la Bretagne, heureusement, mais moins rapidement que ce que je pouvais l'espérer. Pour la zone que je viens de vous indiquer, ça repose que sur des initiatives locales, il n'y a aucune aide, évidemment, il n'y a pas de subvention pour les collectivités pour faire du bio dans les restaurations collectives. Alors là, c'est le monde et la lune. Donc, toutes ces expériences commencent à avoir du recul, mais tardent à être transformées par cette volonté politique. Alors, il y a un élément très important à considérer, c'est que si on intègre d'autres facteurs que ceux que j'ai indiqués concernant l'équilibre alimentaire, on peut assez facilement, à condition d'en être conscient et informé, réduire encore le surcoût relatif des produits bio, avec des considérations qui relèvent le plus souvent d'ailleurs du bon sens. Alors, maintenant, pour vous prouver qu'on peut réduire très nettement le surcoût en jouant sur l'équilibre, ou plutôt la composition des repas, j'ai choisi un repas dit classique avec des ingrédients conventionnels, c'est-à-dire du tout venant. Classique concernant son entrée, son plat principal et ses desserts, et 3 menus dits alternatifs, tous étant composés de produits bio. Et vous voyez que certains ont de la viande. Il ne s'agit pas, et j'insiste là-dessus, de supprimer la viande pour faire en sorte que le bio devienne abordable. Il s'agit de réduire les excès. J'insiste là-dessus parce que très souvent, au cours des débats, j'entends des gens dire « Ah ouais, mais moi, vous savez, j'aime beaucoup la viande, je ne pourrais pas m'en séparer comme ça. Il n'est pas question que je devienne végétarien. » Bon, donc, on a du mal à convaincre ceux qui ne veulent pas être convaincus. Il s'agit de réduire les excès pour manger davantage varié. Donc, dans les 3 alternatives, il y a un repas, disons, classique avec des protéines uniquement végétales, l'exemple d'un bœuf bourguignon ou d'un bœuf carotte, une alternative végétarienne, voire végétalienne, parce que là, il n'y a pas du tout de produits
animaux pour constituer le plat principal qui apporte l'essentiel des protéines. Et j'ai choisi l'exemple du couscous que tout le monde connaît, qui en général plaît et très agréable, très convivial. Et en précisant d'ailleurs que pour des raisons économiques, le couscous maghrébin, parce qu'évidemment ce plat est emblématique du Maghreb, il est le plus souvent végétalien parce que les gens du Maghreb n'ont pas justement les moyens de s'acheter régulièrement des côtes de mouton ou des merguez comme ce que l'on voit chez nous quand on nous sert au restaurant du couscous. Et le couscous végétalien, là, il est constitué donc de l'association classique de semoule de blé avec le pois chiche, donc céréales légumineuses. Alors là, je fais une petite parenthèse, disons, purement nutritionnelle, pour bien comprendre à quel point on peut obtenir une équivalence en mangeant purement végétal, en termes de protéines, par rapport à des apports animaux, que ce soit viande ou poisson. En termes d'acides aminés qui constituent les protéines, ce sont les mêmes, hein, du point de vue chimique ou biochimique, que ce soit des protéines animales ou végétales, c'est exactement les mêmes nutriments unitaires. Ce qui différencie les protéines animales des protéines végétales, c'est qu'elles ont tous les acides aminés dits essentiels qui doivent rentrer dans la composition d'une protéine. On qualifie d'essentiels en nutrition les nutriments qui ne peuvent pas être fabriqués par notre corps à partir d'autres éléments, hein, à partir d'autres nutriments. Ce qui est le plus souvent le cas. Hein. Notre corps, c'est une sorte de centrale biochimique, de chaudron magique, qui est capable de fabriquer des protéines à partir de sucre et de graisse et vice-versa. Il y a toujours des exceptions, et ces exceptions sont qualifiées de nutriments essentiels. Alors, sur les 20 acides aminés qui constituent les protéines, les longues chaînes de protéines, il y en a 8 qui sont essentiels. Et les protéines animales, quel que soit ce produit, que ce soit de la viande, poisson, le jaune d'œuf, toutes apportent les 8 acides aminés essentiels. Donc ce sont d'excellentes protéines du côté physiologique. Hein. Là, je n'ai aucun ostracisme vis-à-vis des protéines animales. Hein. Du côté végétal, par contre, il va y avoir une petite déficience. Il manque un acide aminé sur les 8. Et c'est toujours le même. Du côté des céréales, c'est la lysine. Et du côté des légumineuses, c'est le plus souvent le tryptophane ou la nitonine, enfin, peu importe. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce qui manque chez l'une se retrouve automatiquement chez l'autre. Hein? C'est-à-dire la lysine qui manque à une céréale se retrouve automatiquement dans une légumineuse, quelle qu'elle soit, et vice-versa. D'où l'association céréales-légumineuses pour compléter ces manques et qu'elles agissent en complémentarité pour que ces apports en protéines végétales soient strictement équivalents en termes qualitatifs et physiologiques qu'une protéine animale. Est-ce que c'est clair? Bon. Et cette association, c'est le fait d'expérience. Évidemment, nos aïeux n'avaient pas le secours et la connaissance de la chimie et de la biochimie pour dire « Ah, il faut associer les deux pour qu'elles se complètent en termes d'acides aminés essentiels ». C'est le fait d'expérience qui leur avait montré qu'on tenait bien la route avec ce type d'association. Or, ce type d'association a nourri beaucoup plus l'humanité que la viande et les produits carnés depuis la nuit des temps. Bon. Et donc, on a la semoule de blé pois chiche au Maghreb. Chez nous, c'était la soupe paysanne qui mijotait dans l'âtre, qui mijotait avec des légumes, mais dans laquelle on faisait tremper son pain, donc la céréale, et il y avait le plus souvent des fèves. Hein, la fève, on l'a oublié, mais c'est aussi une légumineuse qui a de bonnes qualités nutritionnelles, des haricots ou des lentilles. Donc on avait là un plat végétalien, légumes, la soupe de légumes, le pain qui apporte la céréale, et puis des graines de légumineuses. Ça, c'est un exemple qui a nourri nos campagnes pendant des siècles. Bon. Alors évidemment, on pourrait rajouter de temps en temps un morceau de lard, hein. Bon. Mais je veux dire, le fondamental était plutôt végétalien que viandard. Bon. Et puis, je crois que c'est intéressant de faire un petit tour de planète rapide pour voir que cette association, c'est le fait d'expérience depuis des siècles, et quelles que soient les cultures et quels que soient les continents. Si on continue vers l'est, on tombe sur le dalbat indien, hein, c'est-à-dire une association de riz et de lentilles qui nourrit plus d'1 milliard d'humains au jour d'aujourd'hui. Très régulièrement, et bien au-delà de l'Inde d'ailleurs.
Plus loin, du côté Japon et Chine, on a le riz et le soja. Bon. Et puis si on traverse le Pacifique, le continent américain, c'est essentiellement, leur association emblématique, c'est maïs et haricots rouges. Hein. Et d'ailleurs, je vous recommande chaudement, si je puis dire, le haricot rouge, hein, comme les légumineuses, qui a beaucoup de qualités nutritionnelles et aussi organoleptiques. Elles sont très savoureuses et onctueuses et se mêlent très bien en plus en saveur aux produits animaux. Et notamment là, vous avez comme troisième alternative un bœuf carotte, comme pour le bourguignon, et haricots rouges. Hein. Et alors, c'est pas uniquement parce que c'est bon, mais c'est pas rien de se faire plaisir en mangeant. Il ne faut pas oublier que si on mange, essentiellement, c'est aussi pour se faire plaisir. Et là, on ne va pas être privé au plaisir, au contraire, on va le bonifier tout en pouvant s'offrir des produits de qualité pour vraiment un moindre coût. Alors, on passe en revue les coûts, enfin, peu importe la valeur absolue qui est indiquée là, elle a changé depuis. Ce qui importe, c'est les différentiels. Et les différentiels demeurent au jour d'aujourd'hui. Donc, dans le menu classique, on voit qu'on a fait une entrée de charcuterie. Ensuite, on a une viande, sous forme de steak, donc très, très banal. Après, un fromage, bien sûr, parce qu'en France, il n'y a pas de repas digne de ce nom sans fromage, dans une petite pâtisserie. Alors, du point de vue, alors il y a un point commun, il y a deux points communs, deux grands points communs dans ce menu qui relie les trois ingrédients, entrée, plat principal et fromage. C'est que dans les trois cas, on mange, du point de vue nutritionnel, les mêmes ingrédients, les mêmes nutriments. Hein, protéines animales, des corps gras très saturés et du sel aussi. C'est très salé tout ça, surtout pour les charcuteries et les fromages. Alors que dans les autres repas, on diversifie la nature des nutriments qui sont contenus dans les ingrédients. L'autre point commun, c'est que ce sont des ingrédients onéreux. La charcuterie, la viande, bien sûr, on n'y revient pas, encore que si on compare le prix d'un kilo de viande au prix d'un kilo de légumineuses, de lentilles, il n'y a pas photo. Hein. On comprend que c'est là-dessus, c'est sur ce gros différentiel qu'on peut jouer pour s'offrir de la qualité sur l'ensemble des repas. Donc, si on compare le charcuterie et fromage, on a le fait d'avoir affaire à des produits issus de pratiques assez spécialisées. Hein, ce sont des produits à façon et qui nécessitent pas mal de temps pour leur fabrication. Et tout ça, ça se paye, hein, ça a un coût. Voilà. Et donc, on va pouvoir faire beaucoup mieux en termes nutritionnels tout en réduisant le coût. Et pourtant, on est en bio parce qu'on va troquer la charcuterie, même si c'est comme pour la viande, il n'y a rien à diaboliser. Il s'agit de réduire la fréquence de consommation de ce type de produits onéreux et du point de vue diététique qui pose des problèmes, il y a la répétition de leur consommation. On va donc troquer la charcuterie pour une entrée de crudité. Il est toujours très recommandé de commencer un repas par des crudités parce qu'elles sont en général très riches en éléments réactifs, en vitamines, oligoéléments, en enzymes ou coenzymes, des choses qui donc facilitent les réactions biochimiques et en tout premier lieu au niveau de la digestion. Bon. Donc une entrée de crudité facilite, si c'est bien mastiqué, bien mâché, l'assimilation du reste du repas. Et puis surtout, on va réduire considérablement les coûts de cette salade de crudité par rapport au coût d'une entrée de charcuterie. J'ai donné comme exemple dans le livre qui est là, parce que une bonne partie des tableaux sont tirés du bouquin, l'exemple d'une entrée constituée avec trois ingrédients, une feuille de chou rouge, une feuille de chou blanc et une carotte que vous râpez. Bon. Comment calculer le coût de cette entrée-là, hein, elle est plus que modique. Hein. C'est vraiment peanuts. Bon. Par la carotte et encore, il ne faut pas calculer le prix de revient d'une feuille de chou, même de feuilles de chou. Et cependant, ça vous fait une entrée assez roborative, hein, qui, une fois bien mâchée, occupe déjà une bonne part de votre tube digestif, et un apport très gratifiant en éléments réactifs, donc que j'ai cité, plus des fibres. Bon. Et or, on est carencé en fibres, hein, je l'ai dit. Donc on voit qu'on est gagnant-gagnant là aussi, hein, uniquement sur l'entrée.
Le plat principal, donc on ne change pas la donne, on reste animal, mais on a là, avec le bœuf bourguignon, une viande à braiser, qui est très différent d'un steak ou d'un faux filet ou d'un roast beef. Quelle est la grande différence entre une viande à braiser et ce type de viande-là? C'est leur temps de cuisson. C'est uniquement la seule différence. Parce que du point de vue nutritionnel, c'est tout à fait équivalent, il y a la même protéine, le même type de graisse, etc. En proportion. Et poser la question à un boucher, il vous dira que si les viandes à braiser sont moitié moins chères que les autres, ça tient au côté très pratique du temps de cuisson. Or, beaucoup de gens ne font même plus la cuisine, même si ça peut aller très vite, parce que le temps consacré à la cuisine paraît du temps perdu par rapport à beaucoup d'autres choses. Là aussi, c'est un gros problème, parce qu'il faut accorder il faut faire des choix de qualité dans la manière de mener sa vie. Or, consacrer un peu de temps à la cuisine, c'est pas du luxe non plus, on y reviendra. Donc, si on considère que la viande à braiser vous permet de réduire par deux la dépense sur les produits qui au départ étaient très onéreux, c'est un élément très important, même si on reste viandard pendant un certain temps, pour faire des économies et aller vers la qualité et manger du bourguignon bio par rapport à un steak bavette qui est un conventionnel. D'accord? Alors vous voyez, tout ça c'est très pratique, mais additionner les uns aux autres, ça finit par jouer dans le bon sens. Bon, le yaourt, au lieu du fromage affiné, là aussi on est gagnant sur le coût, sur la qualité nutritionnelle, parce que là on a moins de concentration en graisse saturée, et tout en ayant davantage de ferments d'ailleurs. Et puis, on peut même rajouter un fruit de saison. Donc, ce n'est pas un yaourt aux fruits, évidemment, concocté par l'agro-industrie, c'est des yaourts dans lesquels vous rajoutez des fruits. Et ça n'a strictement rien à voir au niveau du plaisir des saveurs. Et le coût global, et pour le plat principal, a été déjà nettement réduit. Ensuite, d'alternatives pure et dure, si je puis dire, végétaliennes ou végétariennes. Donc, je vous laisse la lire, vous l'avez déjà vu depuis un moment. On ne peut pas faire plus économique. Et du point de vue nutritionnel, du point de vue de la variété des nutriments, et notamment en termes de nutriments protecteurs, c'est également le meilleur des menus. La troisième alternative que je qualifie de repas mixte au niveau de la mixité des protéines, c'est un plat qui reste classique parce qu'il y a de la viande, mais on va associer ces protéines animales avec des protéines végétales. D'où la notion de mixité. Et alors, ça c'est un des plats, j'aime bien faire la cuisine, vous l'avez peut-être deviné, et le bœuf carotte mijote comme un bourguignon auquel vous rajoutez des haricots rouges qui ont cuit séparément, vous les associez en fin de repas, vous constitue un repas vraiment savoureux, qu'on peut qualifier de gastronomique, qui génère une sauce foncée piquante, qui est comparable à une sauce de bourguignon, dont le goût aussi est assez comparable, même si on n'y ajoute pas de vin rouge, on peut très bien en ajouter au cours du mijotage du bœuf carotte. Et là, vous avez un plat qui plaira à vos convives qui sont très, qui tiennent beaucoup à leur viande, qui sont très dépendants de viande. Ils auront leur viande, ils seront contents, mais avec cette association, ils vont découvrir les qualités gustatives et le plaisir de consommer des légumineuses. Et donc ça les amènera à découvrir un univers, l'univers végétalien, qui n'est pas l'univers associé à la notion de régime, punitif, manger triste, au contraire. Hein, on va découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles sensations liées à l'onctuosité de ces ingrédients. Et là, le coût est très abordable et tout ça, il est en bio. Alors, voilà des exemples, on pourrait en citer bien d'autres, parce qu'à partir d'une recette type ou d'un plat type, on peut imaginer beaucoup d'autres, de la même famille. Par exemple, le bœuf carotte haricots rouges, il n'y a rien de révolutionnaire, ça rappelle évidemment le chili con carne mexicain. Et l'équivalent chez nous qui associe produits animaux et légumineuses, c'est le petit salé aux lentilles, par exemple. Puis il y a des tas d'exemples comme ça. Donc il s'agit de revenir en fait à des fondamentaux. On les a oubliés tout ça. Et il faut les remettre dans son assiette pour le plaisir de la variété. Le plaisir passe par la variété de ce que l'on mange.
Quoi qu'on en dise, si on est conditionné à telle saveur et à tel repas stéréotypé, on se prive de beaucoup de plaisir en définitive. Et puis, cela permet effectivement de réduire les coûts grâce aux alternances et aux variétés de ce que l'on consomme. Alors, dernier élément très très important, et ensuite on fera une petite pause question, ou questionnement, voire un débat, avant de passer aux grands enjeux qui sont conditionnés par l'assiette, c'est comment on peut réduire encore les coûts en faisant valoir des considérations d'ordre général et des considérations qui relèvent vraiment du bon sens. Considération générale, alors ça on y reviendra au cours de l'exposé, notamment sur la gestion du bien commun, c'est le rapport qualité-prix compte tenu de la densité nutritionnelle des produits issus des filières, pas forcément bio, mais les filières qui respectent les équilibres naturels, c'est-à-dire la physiologie du sol et la physiologie des espèces qu'on cultive ou que l'on élève, fait qu'on a davantage de nutriments, de composition nutritionnelle dans les filières dites de qualité que par rapport aux filières intensives de ce qui est devenu conventionnel. Bon. Ce qui fait que si on revient aux étiquettes et qu'on a un produit qui est 20% plus cher, mais dont la composition nutritionnelle est 20% supérieure à celui qui est moins cher, là on se fait gruger quelque part. Hein. Et si un produit est 20% plus cher parce qu'il a 20% de plus de nutriments, c'est tout à fait logique, c'est même mathématique. Or, le 20% supplémentaire du côté bio, il n'est pas dû à ses qualités nutritionnelles, qu'on lui reconnaît pas officiellement d'ailleurs, hein. Il est dû à des distorsions de concurrence au niveau des aides agricoles. Hein. Vous savez, la fameuse PAC, la politique agricole commune, est déclinée chez nous d'une manière outrancière en faveur du productivisme agricole, et très peu pour les alternatives, disons, bio ou durables. Bon, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, vous, consommateurs, c'est important que vous le sachiez. Hein. Et qu'il est encore plus important que vous le sachiez qu'on pratique depuis très longtemps en agriculture ce que l'on qualifie d'externalisation des coûts. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? C'est que pour beaucoup de produits issus des pratiques conventionnelles, productivistes, on n'indique pas, le prix n'indique pas ce qu'a coûté réellement le produit. Car une grande partie des coûts induits en termes d'aide, en termes de dépollution, parce que quand on a beaucoup pollué, il faut dépolluer, mais ce ne sont pas les filières polluantes qui sont mises à contribution, c'est la collectivité, donc les deniers publics, donc nos impôts, les montants compensatoires, les crises sanitaires générées par le système, etc. etc. Tout ça, ça coûte très cher et c'est la collectivité, nous, donc, qui sommes mises à contribution. Tout ça, ça ne figure pas sur l'étiquette, parce qu'il y a bien lieu que ces produits issus du conventionnel seraient apparus vraiment prohibitifs par rapport à ceux qui sont beaucoup plus transparents en termes de coûts réels et singulièrement la bio. Donc là, il y a un tour de passe-passe qui est quand même quelque part scandaleux pour le consommateur contribuable parce qu'il est sollicité en permanence à vos deux niveaux, quand il achète un produit et ensuite quand il paye ses impôts. Payer des impôts, moi j'estime que c'est tout à fait normal, mais il faudrait qu'il y ait une transparence dans la gestion de ces impôts. Or là, on est dans l'opacité la plus totale au niveau des prix pratiqués en agroalimentaire. Alors vous me direz, bah oui, mais bon, bah, je suis bien obligé d'acheter quand même pour acheter à manger, alors donc je vais être doublement pénalisé si je mange bio, moi, hein, même triplement pénalisé. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on pourrait considérer que celui qui mange régulièrement bio devrait bénéficier d'un crédit d'impôt, hein, comme on peut bénéficier d'un crédit d'impôt quand on isole sa maison, etc. Bon, et ça, on peut le prouver par accusé les chiffres à l'appui. Il y a d'ailleurs des syndicats agricoles, la Confédération paysanne, là, en fait, déjà depuis bien longtemps. Et puis, alors, surtout, en termes de budget, stricto sensu, le budget des familles consacré à l'alimentation s'est réduit comme coup de chaland depuis l'après-guerre. Au sortir de la guerre, c'était pas loin de 50% du budget d'une famille qui est consacrée à l'alimentation. Maintenant, on en est à 12%, voire moins. 12%, c'est un chiffre du trade-off qui remonte à 4-5 ans et on est peut-être plus loin, plus près des 10 que des 12. Bon, bien sûr, entre-temps, il y a eu des tas d'autres postes de dépenses qui n'existaient pas et qui sont devenus
incontournable, indispensable. Même si on est dans la précarité, celui qui n'a pas de voiture, qui ne sort pas sur Internet, qui n'a pas de portable, il ne peut pas trouver du boulot. Hein. Et ça coûte très cher. Donc effectivement, on conçoit qu'en proportion, on consacre moins à l'alimentation. Mais tout de même, ça signifie qu'il y a un formatage de l'alimentation et un formatage du consommateur qui considère que, bon, parfois, la dépense sur l'aliment, c'est pas plus important, voire moins important, que d'avoir un ordinateur qui est haut de gamme, dernier cri, etc. etc. Hein. Là aussi, il y a des choix à faire. Hein. Il faut de temps en temps faire le point, poser la valise ou lever le nez du guidon. On peut utiliser plusieurs images de ce type hein, pour prendre du recul, réfléchir à ce que l'on fait et faire le ménage dans ses habitudes. On est toujours plus ou moins victime de ses habitudes, ça c'est bien connu. Mais pratiquement là, hein, on peut faire des économies sur certaines dépenses qui sont vraiment très comment dire, superficielles par rapport à ce que l'on doit consacrer à son alimentation, qui est quand même le carburant essentiel pour entretenir notre potentiel vital. Alors en restauration collective aussi, cette histoire de part de budget consacrée à l'alimentation, c'est très très important, évidemment. Alors là, il y a deux éléments à faire valoir. Premier élément, c'est que la part consacrée aux produits sur le ticket repas, c'est à peine 50%. Hein, le gros 50% autre, c'est des gestions de différentes sortes, et à commencer par la gestion du personnel, évidemment. Hein. Donc si on doit dépenser 20-30% de plus en produits, ce n'est pas 20 ou 30% en plus de tickets repas, mais c'est divisé au moins par deux, compte tenu de la part du coût produit sur le ticket repas. Puis il y a des choix à faire, encore une fois. Or, dans beaucoup d'endroits, tout se passe comme si chaque budget était étanche, indépendamment de ce qu'on dépense ailleurs. Or, il y a des choix à faire, là encore. Hein, et si l'alimentation c'est important pour la santé des enfants qui fréquentent des écoles primaires de la commune, ça vaut peut-être le coup de dépenser plus ça et de dépenser un peu moins ailleurs. Mais là, on a l'impression d'utiliser un langage de martien quand on parle ainsi à des gestionnaires. Non, chacun a son enveloppe et doit se débrouiller avec son enveloppe, indépendamment de ce qui se passe ailleurs. Donc, ça, c'est pas normal. Il y a des choix politiques à faire, et s'il y a un choix politique majeur, c'est en termes de santé et donc de qualité alimentaire. Alors, des considérations de bon sens, c'est de faire valoir que si on peut faire beaucoup d'économies sur des dépenses liées au transport. Et donc, si on va vers des circuits courts, de proximité, à ce moment-là, on est forcément gagnant. Et en termes d'énergie, d'économie réalisée sur les énergies fossiles utilisées par les transports, et évidemment en termes aussi de pollution. Et de ce point de vue-là, il faut dire deux mots, et on en reparlera, j'espère, un peu plus au cours du débat. Et il y a ici des représentants d'AMAP, hein, les AMAP qui mettent en relation étroite producteurs et consommateurs pour notamment justement développer ces circuits courts. Il y a d'autres raisons, mais j'espère qu'on y reviendra. Et puis, utiliser les produits en vrac plutôt que des produits emballés. Hein, on dépense, il y a un énorme gâchis en termes d'énergie et donc de dépenses du consommateur avec des produits emballés, et donc on pourra faire très bien l'économie le plus souvent. Et là, si vous fréquentez des distributions spécialisées dans les alternatives de qualité, les réseaux Biocoop par exemple et d'autres, enfin je suis celui-là parce que j'ai été un peu à l'origine avec d'autres de ces réseaux de distribution, j'ai aidé à créer une Biocoop chez moi à Lorient. Eh bien, on dispose quand c'est possible, on propose plutôt aux consommateurs quand c'est possible, des produits en vrac. Et il y a beaucoup de produits de première nécessité qui peuvent être proposés en vrac. Et alors là, on réduit encore d'autant plus le coût. Et ce sont des produits qui, en plus, ne sont pas très chers. Par exemple, des graines de céréales et des légumineuses, c'est de l'ordre de 3-4 euros le kilo en moyenne. Si vous les disposez en vrac, vous pouvez être pas loin des 2 euros.
c'est les céréales, les légumineuses, c'est les fruits secs, les fruits séchés, c'est la levure maltée, c'est le sucre de canne complète, c'est plein de choses dont on ne peut pas se passer quand on applique vraiment une alimentation variée et équilibrée. Et ça, vraiment, c'est très très abordable. Hein. Et si on a bien compris comment jouer sur la complémentarité alimentaire de ces produits-là, on peut faire des menus très équilibrés pour vraiment pas grand-chose. Et de temps en temps, on rajoute un produit animal si on a le désir d'être plutôt végétarien que éclectique. Hein. Et on peut manger très bien, avec grand plaisir et de manière bien équilibrée en étant végétarien. S'il y a des questions, on pourra vous en dire plus. Deuxième élément de bon sens, ne pas déléguer car on paye cher ce qu'on ne fait pas soi-même. Alors là, ça concerne une foule de gens qui, étant victimes du temps, hein, effectivement, on est tout le temps à courir après le temps, eh bien, on n'a pas le temps de cuisiner et on achète traiteur ou on achète des plats cuisinés, il n'y a plus qu'à réchauffer, évidemment, au micro-ondes parce que ça va encore plus vite, etc., etc. Et au final, quand on fait le calcul, même si ces produits ne paraissent pas très très chers, quand on fait le rapport dépenses pour la qualité que l'on a dans son assiette, on est très perdant. Hein. Alors que pour la même dépense, si on achète des ingrédients et que l'on prend un peu de temps, et ça ne peut pas demander des heures, hein, il ne faut pas non plus dramatiser, et bien là on aura fait un grand pas en termes de coût et qualité ingérés. Alors le fait de ne pas déléguer, il concerne aussi les restaurations collectives, parce que beaucoup de communes, et pas des moindres, ont abandonné le système de régie, c'est valable pour l'eau aussi, hein, et donc leur cuisine centrale pour la restauration collective, et ont délégué à des prestataires de restauration collective. Et alors là, on est très malvenu de reprocher au bio d'être quelques pourcents plus cher quand on considère le surcoût que ça représente de déléguer à un traiteur, à un prestataire. Et qu'on ne nous dise pas que c'est pas possible, une fois qu'on a changé le système, on ne peut pas revenir en arrière, c'est faux. Hein. De toute façon, les contrats qu'on signe à des prestataires de ce type-là, c'est pas à vie, hein. C'est pour une durée déterminée de quelques années, 9 ans. Bon. Et le plus souvent, quand on regarde de près les termes du contrat, ces termes ne sont pas respectés. Et donc on peut très bien dénoncer le contrat. Et je connais des communes qui ont dénoncé purement et simplement le contrat parce que tel paragraphe n'est pas respecté, et donc de revenir à une gestion autonome avec une cuisine centrale. Alors si au départ ça coûte, évidemment, ça représente des investissements, on a un retour sur investissement sur quelques années en termes justement d'économie réalisée sur les dépenses en termes de produits. Hein. Donc là encore, c'est un faux problème. Si on voit vraiment les choses pour ce qu'elles sont, et si on sait bien gérer son affaire, on va avoir un retour sur investissement et on va petit à petit générer même des profits, si l'on peut dire, par rapport aux dépenses que l'on faisait auparavant. Et puis aussi un élément très important qui est à intégrer dans le bilan, c'est que les régies de cuisine centrale qui vont vers la qualité sont amenés à créer de l'emploi. Par exemple, il faut créer des légumeries hein, dans ces restaurations-là. Bon, là aussi, ça paraît être un coût, il faut dépenser de l'argent public, mais c'est pour créer de l'emploi. Alors, bon an, mal an, on ne voit pas en quoi on va être déficitaire si on compare, si on met en jeu les prestations qu'il faut verser aux gens qui ne trouvent pas de travail, etc., etc. Donc, vous voyez, tout ça, on baigne vraiment dans les thématiques, la logique d'un vrai développement soutenable. Alors, troisième élément, alors ça c'est quelque chose que l'on vit, hein, qu'il faut vivre, je veux dire, qu'il faut ressentir. Et c'est très très important. Et qui est aussi un élément, alors peut-être l'un des plus importants, qui permet de comprendre que tout en achetant des ingrédients plus chers, on va rester dans un budget équivalent, parce qu'on peut être amené, tout en étant repu, rassasié, moins manger en quantité. On peut moins manger en quantité tout en étant satisfait et repu, parce que d'une part, on va avoir des éléments
qui ont une qualité de rassasiement bien supérieure du fait de leur densité nutritionnelle par rapport à des aliments standards. Par exemple, un exemple qui parle à tout le monde, c'est la tomate. Une tomate conventionnelle qui n'a pas l'odeur, l'arôme d'une tomate, ni le goût de la tomate, parce que dedans c'est essentiellement de la flotte, d'accord, par rapport à une tomate beaucoup plus riche en nutriments, style vitamines, antioxydants, etc., va générer des arômes et des saveurs. Parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, tout arôme, tout nutriment est support d'arôme ou de saveur, plus ou moins. Plus il y a de nutriments, et plus il y aura de qualité organoleptique. Ça c'est un élément que vous pouvez appliquer au jour le jour quand vous faites vos courses. Quand vous achetez des ingrédients, surtout des végétaux, qui doivent avoir un certain arôme, s'ils ne l'ont pas, vous pouvez le reposer et aller voir ailleurs, parce que même si c'est bio, il y a toujours des exceptions, un produit bio peut très bien, effectivement, selon la qualité de la terre, ne pas avoir beaucoup de densité nutritionnelle. Et à ce moment-là, ces arômes, ces saveurs ne sont pas terribles. Alors qu'un produit bien issu du conventionnel peut, lui, avoir ses arômes et ses saveurs. Bon, ça signifie tout simplement que la variété, et notamment la qualité de la semence à l'origine, est apte à développer ensuite tous ces nutriments et toutes ces qualités organoleptiques. Alors quand vous avez affaire à d'aliments qui sont à la fois très riches en densité nutritionnelle, qui plus est, si vous avez dans votre assiette un quota de fibres suffisant, qui sont très rassasiantes par elles-mêmes, on conçoit, et en plus, troisième élément, si vous prenez le temps de bien mâcher, de bien mastiquer, vous allez réduire, vous serez amené spontanément à réduire la quantité tout en étant satisfait. Parce que si vous allez continuer, vous allez sentir mal, vous allez être un peu trop rempli, et puis au niveau des saveurs, vous n'allez plus percevoir ces saveurs comme agréables, c'est un peu comme un parfum, s'il est trop concentré, il devient désagréable. Si vous concentrez trop les saveurs parce que vous mâchez beaucoup, les saveurs qui étaient au départ agréables vont le devenir moins. Donc vous allez arrêter de manger parce que le plaisir ne sera plus suffisamment au rendez-vous. Ça se vit, ça. Et d'ailleurs, il y a un vieil adage qui est fait d'expérience, et qui vient plutôt de l'Orient, celui-là, qui dit un peu comme quand le sage recommande de ne pas parler trop précipitamment, de réfléchir à ce que l'on dit, tourner la langue cette fois dans sa bouche avant de parler, ben là, il faut mâcher de telle sorte que, dans l'idéal pour certains, on ait de la bouillie en bouche avant d'avaler. Pour certains ingrédients, il faut vraiment du temps pour mâcher. Alors sans aller jusque-là, vous verrez que si vous augmentez le temps de mastication, vous irez moins loin sur le repas. Quelle que soit d'ailleurs la qualité de ce repas. Si en plus, ce sont des aliments qui ont une meilleure densité nutritionnelle avec pas mal de fibres, vous serez surpris effectivement de galer assez rapidement, si je puis dire. Donc on conçoit que pour une moindre quantité, on nourrit suffisamment avec du contentement. Et ce que je vous dis là, on le repère assez rapidement au bout de quelques semaines, voire quelques jours en restauration scolaire. Pratiquement avec le pain. Et en plus, il n'y a plus de gâchis, on ne fait plus de gâchis, parce que là aussi, il y a un élément très important sur lequel on peut faire beaucoup d'économies, c'est arrêter le gâchis. En restauration collective, si on arrivait à nourrir sans gâchis, on réduirait beaucoup les commandes initiales. Bon. Et le gâchis, il porte sur des tas de postes de dépenses, qui fait qu'on vit d'ailleurs sur une société du gâchis, où le profit très souvent rime avec gâchis. Beaucoup de profits et entrées reposent sur le gâchis que l'on amène chez les consommateurs en général. Et puis réduire les ingrédients en onéreux. Alors donc, on a déjà beaucoup insisté sur les protéines, jouer sur l'alternance, la complémentarité entre protéines animales et protéines végétales, mais pas que. J'ai aussi cité la différence de coût entre les viandes abraisées et les viandes qui cuisent plus rapidement. D'une manière générale, les viandes abraisées viennent des pièces avant de l'animal et les viandes qui cuisent rapidement des pièces arrière. Ça tout bouché vous le dira. Et c'est le temps, encore une fois, de la cuisson qui fait que c'est moins cher pour les viandes abraisées parce que délaissé tout simplement par le consommateur. C'est le consommateur qui fait le prix aussi, selon
la loi de l'offre et de la demande. Et puis aussi jouer sur les alternatives entre charcuterie et entrée de crudité, et puis les laitage peu affinés par rapport au laitage très affiné, etc. etc. Donc c'est sur tous ces facteurs-là qu'on peut réduire très nettement aussi la note, et évidemment en jouant sur la durée et l'alternance des repas. Alors donc j'insiste beaucoup sur les choix politiques en collectivité. Mais soi-même, dans le citoyen, on a des choix à faire aussi qui peuvent avoir une incidence politique avec la multiplication des comportements individuels. Et s'ils sont avisés, s'ils sont éclairés, s'ils sont informés, à ce moment-là, effectivement, on peut voir bouger les lignes. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. Oui, alors ça c'est bon. Alors justement, pour parler de choix politiques, ça amène à parler de tous les gros enjeux de société qui sont conditionnés par l'assiette. Mais avant de passer en revue les enjeux sanitaires, les enjeux de gestion du bien commun, en termes d'énergie, en termes d'aménagement du territoire, en termes d'emploi agricole, qui est très mise à mal, ça fait partie du bilan. Et nous, consommateurs, on peut inverser certaines de ces données qui sont vraiment très préoccupantes. Donc avant d'envisager maintenant cette partie vraiment politique, conditionnée par le contenu de l'assiette, on va faire une petite pause question sur tout ce premier gros volet qui consiste à mettre à la portée du plus grand nombre la qualité qui est néanmoins intrinsèquement plus chère.